Dimitri Roussopoulos. Je travaille et j'habite dans ce quartier depuis les années 60. Je suis écologiste de conviction, pacifiste de longue date et je suis économiste de formation à toutes sortes de niveaux. Et on commence ici sur la rue Saint-Famille et Milton. Et à partir de ce coin-là, jusqu'à Avenue des Pins, sur le côté ouest, c'est toutes des coopératives et des OBNL. Et au coin, ici, il y a un restaurant parce qu'on a 10 commerces, espaces commerciaux qui appartiennent à la communauté Milton Park. Il n'y avait pas de coopérative à cette époque-là. C'était un quartier résidentiel, point final. Et c'était à cette époque-là que la compagnie Concordia Estates Limited, ces grands spéculateurs, voulait démolir 6 îlots dans le centre-ville de Montréal, donc un parti de Milton Park, entre la rue Sainte-Famille jusqu'à Hutchison et la rue Milton jusqu'à Avenue des Pins, et de construire des grands appartements de luxe, des hôtels, des tours de bureaux, une grande place de stationnement. En 68, tout de suite, le comité citoyen Milton Park était né et on s'est mis au travail. Et on s'est mis tout de suite à faire du porte-à-porte. Et on a frappé à 800 portes dans le quartier immédiat menacé. Et sur les 800, 600 personnes voulaient s'impliquer, devenir membres, etc. Alors c'est comme ça que ça a commencé en 68. Et ça continue toute une histoire pour aller jusqu'à la victoire en 1980. Et une des choses intéressantes aussi est que quand on a formé le comité citoyen-citoyenne, on a aussi organisé des activités, des projets auxiliaires, toutes sortes d'activités d'ordre social et culturel pour démontrer à les gens qu'on ne veut pas seulement sauver les bâtisses patrimoniaux, on voulait créer une société de coopération, des coopératives, et on voulait créer une communauté. On voulait influencer la politique de la ville de Montréal. On doit utiliser notre base d'organisation et s'il y a autour de nous une communauté consciente, comme c'est le cas ici, on doit toujours être à l'avant-garde des idées et on doit pousser fort, fort. Et ça apporte des bons résultats. Pas toujours, mais souvent. J'ai rencontré personnellement Jane Jacobs en 72 ou 73 ici à Montréal, sur la rue Germance. J'ai fait le tour avec elle. Elle a eu ces magnifiques bâtisses, ces célèbres pierres gris dans le centre de la ville, pas dans une banlieue, dans le centre de la ville. Elle savait que ces bâtisses ont été construites à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Elle regardait, Dimitri, il faut que tu fasses tout ce que tu peux pour sauver contre cette menace de Concordia Estates Limited. Je dis, Jane, je vais faire mon mieux. Quand j'ai communiqué à Jane Jacobs, le fait que non seulement on a sauvé le quartier contre les spéculateurs, mais qu'on a créé le premier fonds foncier où tout le terrain qui nous appartient dans ces 6 îlots est une propriété commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a enlevé tous ces territoires du marché capitaliste, du marché privé. C'est impossible d'acheter et de vendre
quel que ce soit dans cette partie-là qui s'appelle Norton Park. Elle a dit, oh Dimitri, vous êtes tellement avancé à Montréal en comparaison avec Toronto. Et c'est vrai, on est politiquement, la culture démocratique populaire de Montréal est extrêmement avancée, comparée non seulement d'autres villes au Canada, mais aussi des États-Unis. Mais quelle ville a le niveau de participation, de consultation citoyenne comme Montréal? Quelle ville a un OCPM comme Montréal? Quelle ville a un chartre de droits et responsabilités où chaque personne connaît exactement la responsabilité de la ville face à elle ou lui? Il faut célébrer ça. Pendant les années 60, la ville croyait beaucoup dans la circulation d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la ville pour accélérer la circulation? Donc, on a construit cet monstre, l'échangeur, pour un seul objectif, pour accélérer la circulation nord-est, nord-sud et est-ouest. En 1990, il y avait une campagne électorale municipale. Et pendant cette campagne électorale, comme j'étais présent dans cette campagne, j'ai soulevé l'idée de démolir cet échangeur. Il y avait des raisons menaçantes, très concrètes. Par exemple, c'était dangereux pour les femmes de prendre les sous-tunnels pour aller de cette partie de l'avenue des Pins pour traverser pour aller à leur montagne. Okay? À leur montagne, la montagne du peuple. Ça, c'était l'idée de Olmsted quand il a dessiné le parc. C'était dangereux. Et à un moment donné, les étudiants de McGill ont organisé des groupes de sécurité. Alors, si une femme voulait traverser l'échangeur, et même avec des enfants dans des carrosses, on appelait les étudiants, puis les étudiants, il y avait 2-3 qui venaient pour assurer sa sécurité. Alors là, on ne pouvait pas continuer de supporter ça. Donc, j'ai proposé de démolir l'échangeur. Et les idées commencent comme des champignons. Et à un moment donné, le fédéral a annoncé aussi qu'il y a d'argent pour améliorer les infrastructures. Et finalement, l'administration de Gérald Tremblay a décidé on va accepter l'argent fédéral et on va démolir l'échangeur et construire quelque chose de nouveau. Et à partir de ça, il y avait des consultations publiques et il y avait des grandes assemblées publiques. Par exemple, dans l'auditorium de l'Hôtel-Dieu, il y avait toute une centaine de personnes. Et exceptionnellement, et je dois dire exceptionnellement, dans une centre-ville d'une métropole, il y a cet magnifique espace libre. Et moi, je recevais des invités d'autres villes en Europe et ailleurs, et on m'a dit, comment ça se fait? Comment c'est possible que dans le centre de la ville, vous pouvez accepter un tel espace ouvert? Le pouvoir des citoyennes et des citoyens n'est pas imaginaire. Ça existe. Si on peut utiliser ce pouvoir stratégiquement, ça peut avoir des impacts. Donc, il y a beaucoup de gens qui habitent ici autour et ailleurs. Quand on fait, par exemple, les célèbres Jane's Promenade, on vient toujours ici pour expliquer toute l'histoire et les gens sont très intéressés. On sentit qu'on a un certain rôle à jouer dans la société. En anglais, on appelle ça « empowerment ». Alors ça, c'est très important. Le positif est que le sens communautaire est maintenant très présent. Cette communauté, et ça c'est très important, ne cesse pas de se battre pour l'amélioration de notre société. Je suis continuellement invité en Europe pour donner des conférences sur Norton Park.
C'était un espace vacant pour très longtemps. C'était zoné en grande partie résidentiel et commercial. Donc tout le monde autour, surtout, était inquiet qu'un jour on va avoir une construction quelque part. Donc il fallait faire quelque chose. Donc les gens sont mobilisés et on a obtenu l'appui de presque 2000 citoyennes et citoyens avec une pétition qu'on a présentée au conseil d'arrondissement en disant « Nous, on veut que ce lieu est officiellement un parc public et pas un espace comme ça. » Alors les élus ont accepté l'idée de la pétition. L'arrondissement a fait son devoir, surtout après les élections du nouveau maire du plateau. On a fait leur devoir. On a zoné ça comme parc public. Et le 21 septembre, ici dans ce même espace, qui est la journée des Nations Unies pour la paix mondiale, et comme Lusha était une pacifiste assez connue, on a annoncé avec Fanfan la présence des gens qui habitent ma coop, etc., que ça va être nommé Lusha Coop. Et puis maintenant, il y a un plan qui est en préparation de rendre pas seulement cet espace comme un autre parc public, un autre parc municipal. Nous, on veut un espace qui est très animé, qui est très vivant, qui est un espace où la citoyenne et le citoyen sont à l'aise de discuter leurs rêves, leurs idées, comment transformer la société pour le mieux, etc., etc. Donc, on veut une espèce de speaker's corner, comme on dit à Londres, où il y a un espace où tu peux dire n'importe quelle chose avec une exception. Il ne faut pas insulter la reine. Mais à part de ça, tu peux dire on veut la révolution, on veut ça, on veut ci. Alors, c'est ça qu'on veut créer.